Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. And the strike. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui pour un épisode hors série, on reçoit Sébastien Moreno qui est l'assistant technique de Johan Zarco depuis très longtemps. Bonjour Sébastien. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît ? Alors, c'est Moreno. Je suis assistant de Johan depuis en temps complet depuis 4 ans, 5 ans à peu près. Et on s'est connus dès le début de l'école ZF Grand Prix, quand la structure que Laurent Felon, son ancien manager, coach, qui le suivait de partout, a monté. Et moi, en ayant mes brevets, étant déjà dans la formation, j'ai commencé à travailler chez eux dès 2014-2015. Et jusqu'à la période Covid, j'ai travaillé avec les deux et la séparation de Laurent, donc j'ai tout connu. Les titres, le moins bon, le bon, et la séparation. Et voilà. Et après, depuis le Covid, on a commencé à travailler ensemble avec Johan. Et depuis, vous lâchez plus. On se lâche plus. Et comment, toi, à titre personnel, t'en es arrivé à la moto ? Est-ce que c'était une passion à la base ? C'est un pur hasard ? Comment t'en es arrivé là ? J'étais vraiment pas d'une famille de motards, pas du tout, même, à part mon oncle qui faisait de la moto, du cross. Et je suis venu par passion, entre potes, plus ado. On commençait, comme tout le monde, les cyclos, parce qu'il n'y avait pas encore les scooters à mon époque. Ça commençait à peine, oui, ça commençait. Et après, par passion, dire vraiment ce qui a fait basculer où je suis rentré dans la compétition, c'est que je faisais beaucoup de route, j'allais déjà très vite sur la route. Et j'ai eu une opportunité d'essayer le circuit et je suis rentré par une petite porte, on va dire, où j'ai commencé à faire du circuit, mais pour le plaisir. Et puis après, je me suis lancé parce que j'ai une opportunité que j'ai pu saisir. Et j'ai commencé par le promo sport comme beaucoup, en 1000. J'ai pas fait les petites catégories 125, 2,5 qui existaient à l'époque. Et je suis passé directement de la 7,5 pour m'amuser à la 1000 sur un circuit. Et même la première course, je peux même dire que je suis fier de ça, j'avais fait la pole en 1000 à Carole, que je ne connaissais pas du tout. Trop bien. Et voilà. Et après, c'est parti, parce que dès la première année où j'ai commencé à rouler en 1000, j'ai quand même été... voilà, je roulais j'étais pas dans les meilleurs, mais dans les 10-15, et ça m'a permis de faire le bout d'or, les 24 heures, très tôt, dès la première année que j'ai commencé la compétition. Et puis après, j'ai continué 7 ou 8 ans, et après, avec l'âge et les blessures qui sont arrivées, je me suis reconverti, entre parenthèses, dans le coaching. Et j'ai passé mes brevets. J'ai d'abord travaillé avec les frères Garcia au 4G pendant un certain temps. Donc j'ai eu beaucoup de coaching et de collègues de travail. Et après, j'ai continué, comme je l'ai dit, avec ZF et Johan depuis. Tu roulais avec qui quand tu roulais en compétition sur le bol d'or, etc. Une équipe était à Metz, LTG 57, ça s'appelait. D'accord, ok. Sur des Yamaha. Et je roulais que pour eux. Après, j'étais beaucoup plus de privé au départ pour le promo sport. Là, et après, j'avais signé avec eux et je roulais avec eux à LTG 57, qui était basé sur Metz. Et qui n'était pas du tout à côté, parce que je suis du Sud. Hein. Ça doit s'entendre d'ailleurs. Ça fait de la route. Voilà. Et, mais bon, la route, ça fait partie du jeu. Les avions, les trains et la route, ça fait partie de notre boulot aussi. Donc, oui, donc en fait, quand tu as commencé à passer tes brevets, etc., que tu as un peu fermé la porte de la compétition pour faire ce que tu fais maintenant, tu avais déjà un bagage technique, tu avais déjà des bases qui t'étaient... On va dire, je ne suis pas arrivé du lendemain, là, comme ça. J'ai quand même fait, pendant une dizaine d'années de la compétition. Alors, je vous dis, je n'ai pas gagné des titres énormes, voilà, mais j'ai fait ma route, quoi. Et j'ai un bagage technique, on va dire, comme beaucoup, parce qu'on l'a appris sur le tas. Maintenant, ça fait quelques années où il y a des écoles où on forme des jeunes, ce que je trouve ça très bien. Et l'école ZF en est un bel exemple, qui n'existait pas avant. On n'avait pas de coach comme ça, c'est maintenant. Tout le monde a son coach mental, son préparateur physique, son assistant technique, tout ça.
maintenant c'est devenu commun, mais à notre époque, il n'y en avait pas, quoi. Ouais, c'était un Chacun se besoin démerdait. qui était Voilà. très minimisé à l'époque. On mettait de l'essence, des pneus et on roulait, quoi. On ne se posait pas la question, il fallait se préparer. Ce que je trouve ça, donc forcément, l'expérience, on se l'a fait seul, quoi. Et après, j'ai su écouter, apprendre, je pense. C'est ce qui fait après qu'on se fait des bagages et qu'après on peut continuer. Et puis la passion fait que tu avances, quoi. Tu avances dans ton truc, quoi. Et puis vivre ta passion et pouvoir en vivre après, comme c'est le cas maintenant, il n'y a rien de plus beau dans la vie, quoi. Aujourd'hui, dans ton rôle, comme on disait, tu es assistant technique de Johan Zarco, mais pas que, tu travailles avec d'autres pilotes comme Corentin Perrolari. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton rôle au quotidien, parce que assistant technique, ça peut englober beaucoup de choses. J'avais lu que tu t'occupais autant des déplacements de Johan que de sa maison et de son jardin, donc en fait, c'est très flou pour les gens qui connaissent pas ton travail. En fait, depuis l'école, donc on travaillait ensemble, on travaillait tous les deux en technique au bord de piste avec les gamins à faire de la formation. Et de suite, ça a collé entre nous, quoi. Ça a juste matché, tout ça, quoi. Et avec Laurent au milieu. Et après, mon rôle, il a été d'abord au départ, quand il s'est retrouvé plus ou moins seul avec Romain Guyot, qui était son préparateur physique à l'époque, quand il s'est séparé de Laurent, il s'est retrouvé plus ou moins seul. Parce que quand vous êtes sommet, vous avez beaucoup de monde. Et quand vous êtes au plus bas, il y a énormément de monde. Et on a toujours gardé ce contact humain entre nous. Et sachant que je gérais quand même déjà des jeunes, les techniques pour les motos et tout. Donc il m'a demandé de m'occuper de ces motos d'entraînement. Donc c'était donc les préparations, alors que je ne suis pas mécano à la base. Je connais le B.A.B.A, je ne suis pas du mécano. Je répète souvent que je ne suis pas le mécano de Johan, je suis son assistant, mais je ne suis pas son mécano. Après, je sais faire les bases, de changer les roues, changer les pneus, les paquettes, l'essence, ce qu'on fait sur des entraînements. Donc je prépare les motos. Les acheminements, tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire la logistique, l'essence, les pneus, les combinaisons, les casques. Donc je suis en contact direct avec nos partenaires, que ce soit Shark, Furigan, récemment Format pour les bottes, avec Honda France, avec qui on travaille, qui nous prête des motos, avec Cecchinello qui nous prête une moto aussi. Enfin, tous les partenaires qu'on peut avoir autour. Donc c'est moi qui suis en contact en direct avec eux pour avoir toutes ces pièces, pour que lui, il n'ait qu'une chose à penser, c'est rouler. C'est-à-dire qu'on se dit, on va rouler à tel endroit, je réserve le circuit, on réserve l'hôtel, lui, il s'occupe de son voyage, parce que lui est en Andorre maintenant, moi à Nove, donc on s'organise comme ça et on se retrouve sur le circuit, que ce soit pour les entraînements comme pour le GP. Pour les GP, c'est vous qui gérez, c'est pas le team qui gère? Pour les GP, par contre, oui, c'est moi je gère ce côté, on va dire, training. Et après, pour les GP, on a des personnes qui s'occupent de ça. Pour les voyages, tout ça, c'est eux qui gèrent. Moi, je fais que, on va dire, le lien avec le team, notre équipe, nous, de JZ5, quoi, l'équipe, les gens qui travaillent autour de lui. Quand c'est autour dans l'Europe, on peut le faire en camion. Donc, à ce moment-là, je prends mon camion et je gère tout le monde. Et on se rejoint sur le circuit. Et voilà, c'est plus facile. C'est pour être, voilà, une cohésion du groupe, qu'on soit tous ensemble et qu'on ne soit pas chacun de notre côté à se gérer. On essaie de faire voilà, un chat groupé pour tout le monde. Et, voilà. Et après, pour la maison, c'est vrai qu'on habite ensemble à côté, on a 2 maisons à côté. Dans l'annexe, on a sa maison et la mienne à côté, sur le terrain. Et c'est vrai que forcément, quand tu es à la maison, comme il n'est plus là et qu'il est en Andorre maintenant, on a des locataires à côté, donc je gère un peu le terrain, voilà, tout ce qui se passe autour de la maison, et je le gère moi. C'est pour ça que ce canal, je crois, qui avait sorti ça sur le dernier Team Zarco, je crois. Et qui avait sorti que je m'occupais de tout et tout le monde me dit tu fais le jardin. Je dis oui, tu le fais chez toi, moi je le fais chez moi, chez moi, chez lui aussi. Donc je m'occupe de la maison aussi. Oui. En fait, tu as vraiment un rôle de lui enlever toute charge mentale qui n'est pas être au sommet, quoi. Voilà. Tout ce qui est à côté, on va dire, qui peut lui l'occuper et qu'il aime aussi faire, hein, parce qu'il est indépendant, il est autonome, il n'y a pas de souci. Je suis pas là pour voilà, je suis pas son père, comme je dis souvent. Il est assez autonome, il se débrouille sur beaucoup de choses. Mais il y a des choses que moi je peux faire, ça le soulage. Et au moins, je suis là pour ça. Donc, plus je le soulage pour certaines choses extérieures, on va dire aussi, pas que dans la compétition extérieure, au plus il a pensé qu'une chose, lui, performer derrière et s'occuper de ce que lui il a à faire, son travail de pilote. Ouais, l'avantage, c'est qu'avec le lien de confiance que vous avez, si c'est toi qui es en bord de piste, qui le panote, etc., il sait que le regard que tu vas lui donner sera complètement objectif et tu as le recul de son travail aussi sur la chose. Tout à fait. Et il y a cette confiance entre nous, donc c'est vrai qu'on peut parler de tout, que ce soit moto ou autre chose.
de la vie privée comme de tout, parce qu'on est tellement, voilà, depuis le temps qu'on est ensemble, donc on se connaît un peu sur beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il a cette confiance où partager, parce que ce que je peux dire, il écoute, ce que lui il peut dire, je l'écoute, et c'est savoir écouter aussi des besoins qu'il a, enfin, et qu'il a besoin aussi, et d'avoir quelqu'un de confiance à côté de lui qui s'occupe des choses qui, des fois, ben, les choses courantes dans la vie, ou que ce soit pour la moto, ben, il faut penser à l'essence, il faut penser aux pneus, il faut penser à ben, ça, il n'a pas besoin. Je suis là pour ça. C'est mon boulot. Voilà. Pour ça c'est vrai qu'on dit assistant technique parce qu'il n'y a pas vraiment un titre. J'ai pas une feuille de poste pour me dire, ah ben, ça. J'ai une multitude de cartes qui fait que je fais, comme tu l'as dit, pour gérer tout ce qui est autour, pour que lui, il soit vraiment. T'es son deuxième cerveau, en fait. Non, parce qu'il a un gros cerveau quand même, lui. Je peux promettre qu'il a un très très gros cerveau, et moi, à mon âge, je l'ai un peu moins. Et est-ce que quand tu dis tu gères les choses qu'il ne faut pas qu'il le parasite, est-ce que tu as un impact aussi sur la gestion des médias autour de lui et est-ce que tu fais un peu sorte de filtre Je connais pas mal de monde autour de lui, forcément, mais il a aussi comme j'ai dit, il est grand. C'est grand, il le gère assez facilement, bien, et il sait que s'il y a besoin de le gérer sur ce côté-là, je le fais. Et il m'a refait le bébé, et à ce moment-là, je m'en occupe. Mais il le gère assez grand, il est assez autonome là-dessus. On filtre certaines choses, forcément, parce que je suis un peu plus au contact avec les gens que lui, il est un peu plus retiré. Moi, je suis un peu plus au contact, comme là, en ce moment, au salon, où je rencontre beaucoup de monde, où on me demande de poser des questions, où je dis oui, ou je dis non, selon notre timing et selon le besoin. Mais en général, tout ce qui est médias, tout ça, il le gère assez bien. Et il y a aussi l'agent qui le gère aussi, on le gère ensemble. En fait, Oui, parce qu'il a un agent depuis voilà, l'année on a un dernière. agent un certain temps, depuis un certain temps, qui nous a fait énormément de bien par rapport à ça, et qui gère beaucoup de choses de notre côté, Guillaume Valado, et qui s'occupe de beaucoup de choses dessous. Et souvent, on travaille en binôme tous les deux, savoir, bon, par rapport à mon expérience aussi depuis le temps avec lui, et lui, son côté pro, où il faut rester dans les clous, quoi. Et donc, ça se complète bien, en accord avec Johan. Quoi qu'on fasse, en général, on a ce trio qui tourne pas mal. Et dans ce rôle que tu as, qui paraît un peu, je pense pour les gens qui vont écouter, qui suivent les Grands Prix et les pilotes, c'est un peu un rôle rêvé parfois pour certains. Est-ce que tu as un peu parfois le sale boulot de devoir justement vraiment être filtre dans les conflits de toi et de cette personne qui va aller dire non, ça fonctionne pas comme ça à la place de Johan pour pas que lui entre au conflit Tout à fait. Je suis là. C'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Donc, moi, c'est un truc qui me dérange pas. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, je saurais dire non. Il sait pas dire non. Il sait pas dire non et faire plaisir à tout le monde. C'est c'est son côté. Et moi, le mien, il est aussi de dire non parfois, de savoir dire non et de dire non, on va pas faire ça, non, faut pas le faire comme ça. Et c'est mon côté. Il n'y a pas que des bons côtés dans le boulot. Alors, tout le monde dit, vous avez le boulot rêvé, tout, les voyages, tout ça. Ça a un beau côté, on regarde. Mais il y a aussi des bons côtés. On se plaint pas. Moi, je me suis jamais plaint dans mon boulot. Au contraire, je le vis à 200%. Je vis l'instant à fond. Et même s'il y a des à côté qui sont pas forcément agréables, je le considère pas comme désagréable. J'essaie de le positiver sur le truc et de m'en servir après pour le reste, quoi. Donc, ça fait partie de ton ça taf. fait partie du taf, de dire non, savoir dire non. C'est pas dire méchant ou dire non, envoyer quelqu'un un boulet ou dire non, je le fais pas. Mais dire non pour telle raison, ils le comprennent et puis voilà, basta, ça va pas plus loin. Et ça, ça évite que lui, c'est quelqu'un de gentil de base et qui a envie de faire plaisir à tout le monde et de faire profiter de ce qu'il vit, à travers ce qu'il vit, à travers ce qu'il fait, faire rêver les gens. Ça y plaît, les jeunes comme les moins jeunes. Et c'est ce qui d'ailleurs fait aussi cette alchimie qu'il y a avec les gens, avec le public, la sympathie qu'il apporte, quoi. Mais des fois, il faut savoir dire non, et ça, moi, je sais le faire. Et ça fait partie du boulot. Mais sans forcément me fâcher, ni taper du poing sur la table. Oui, il faut être diplomate Voilà. dans la façon de faire. Je sais l'être. Des fois un peu moins, des fois un peu plus. Ça fait partie des caractères de l'humain. Voilà, faut savoir naviguer, comme on dit. Et sur les Grands Prix, toi, avec ton rôle, est-ce que tu te déplaces sur toutes les dates ou tu fais qu'une partie du championnat? Jusqu'à maintenant, j'avais certaines dates, parce que quand on roule beaucoup entre les GP, en entraînement, c'est là où, donc moi, il faut que je puisse préparer les motos, aller m'acheminer sur les circuits où on se rejoint. Donc des fois, selon où c'est, je peux pas y aller. Je peux pas aller sur les GP. Donc faisais pas tous les GP. Et là, on a remédié un petit truc et on veut changer un peu de façon de fonctionner.
Et là, à partir de cette année, à partir de Gérès, je suivrai Johan en tant que helper. Je serai encore plus près de lui là, sur les GP. Jusqu'à maintenant, j'avais un rôle d'être là, pour justement soulager pour les voyages à droite, à gauche pour tout le monde et m'occuper, donner un coup de main et tout comme c'est besoin et d'être en bord de piste. Là, je vais être un peu plus à partir de Gérès avec lui dans les box et pour être un peu plus près de lui et pour gérer tout ce qui est technique autour de lui, les casques, bottes, gants, tout ce qui se passe, combinaison. Vraiment le rôle de helper à 100%. Voilà. Et est-ce que toi, dans ton travail sur les Grands Prix ou même sur les autres courses, mais du coup qui diffèrent des entraînements, est-ce que tu as des rituels, des habitudes spécifiques que tu dois suivre un peu, que tu as l'habitude de faire depuis le temps et qui restent au quotidien? Non, je suis pas T'es pas superstitieux, quoi. Non, voilà. Vis le présent. Moi, je vis le présent, comme lui d'ailleurs. Il n'y a pas forcément de gestes à part s'accroupir avant de partir pour vraiment se détendre, lui au niveau de la combinaison, lui au niveau de la colonne et tout, de bien se détendre avant de partir. On n'a pas de rituel, on fait ça tel jour, on fait ça tel jour, tout comme ça, non. On vit l'instant, on le fait. On a des besoins, donc on ne peut pas passer à côté certaines choses, forcément. Mais j'ai pas de. Non, je suis pas superstitieux. Il faut passer sur une échelle, je passe sur une échelle. Ça ne me dérange pas, je fais pas le détour. S'il y a un chat noir, ça va pas t'impacter sur ton week-end. Je donne à manger s'il faut même. Et comment ton rôle il se goupille avec puisqu'on a vu que alors là on est vraiment sur Johan mais tu travailles avec d'autres pilotes, comment il se goupille avec les nouveaux rôles comme tu disais de coach mentaux, on a vu que Johan travaillait beaucoup avec quelqu'un qui l'entraîne au niveau de la vision, etc. Comment toi tu arrives à goupiller les conseils et tout ce que tu lui apportes avec ces personnes? Vous travaillez vraiment en équipe, vous communiquez beaucoup, c'est vraiment des rôles complètement différents et vous n'avez pas de lien entre vous? C'est justement là où ça fait partie aussi un peu de mes tâches aussi, c'est que chacun reste dans son couloir. C'est-à-dire que c'est des gens qui interviennent auprès de Johan, qui apportent un plus à Johan et dans ses besoins. Et donc on les a entendus, on a trouvé des personnes qui peuvent l'aider sur certaines choses, que ce soit le mental, que ce soit la vision, et qui apportent des trucs. Donc gérer ça, c'est pas compliqué. On parle beaucoup entre nous, mais par contre, je tiens à ce que chacun reste dans son couloir. C'est-à-dire que celui qui va faire les yeux, il va pas faire du physique. Celui qui prépare le physique, il va pas faire les yeux. Voilà. Chacun reste dans son couloir, chacun a son rôle. Et le rôle de Johan, c'est piloter. Mon rôle, c'est d'assister. L'autre, Romain, qui s'occupe de la neurovision, il s'occupe de la neurovision. Alex, le kiné. Voilà, Guillaume, chacun son rôle. Et pour la prépa mentale, on a Greg Mallet, un ancien athlète de haut niveau, et puis dans la natation. Et on essaie chacun de se tenir dans notre couloir, et pour que chacun apporte un maximum moi, je suis pas préparateur physique, c'est pas mon boulot, je touche pas, quoi. Voilà. Et après, on parle beaucoup entre nous, on est soudés, on arrive à être vraiment en cohésion de tout, et on sait. Et c'est là où il faut tenir aussi, parce qu'avec les années, on a tendance à se relâcher un petit peu. C'est là où il faut tenir un peu cette pression, dire on vient pour un objectif et se tenir. Et l'objectif, c'est Johan. Le seul objectif, c'est pas nous, c'est pas lui, c'est pas l'autre, c'est Johan. Johan, il doit être là et à nous de se tenir, d'apporter chacun notre meilleur et d'être payé. On est payé pour une chose, rester dans le couloir et apporter le mieux pour lui. Parce que ça, c'est une vision que les gens en général qui suivent les Grands Prix n'ont pas forcément, mais en fait, on voit vraiment le pilote, on a l'impression que c'est un sport très individuel, très seul, parce que sur la moto, c'est lui qui pilote, mais derrière, il y a tout un organisme autour de lui, tout un fonctionnement. Tous les pilotes ont, on va dire, entre parenthèses, un service technique approprié à eux, tu vois, que le pilote met en place. Un pote, un helper, le papa mental, le papa physique. C'est tous ces gens qui grouillent autour de lui et qui sont là pour apporter un plus au pilote. Mais après, il y a aussi le team. Là, nous sommes sur le team LCR Honda, que ce soit Cecchiniello, que ce soit Davide, le chef mécano, ou Bifi, préparateur technique, tout ça. Il y a une cohésion entre tous et le travail, il est fait en amont pour que lui, derrière, il puisse performer, quoi, et apporter le meilleur, que lui, il soit vraiment performant, lui apporter un outil. Nous, d'abord, de notre côté, en privé, pour lui en premier, et l'équipe, pour que lui puisse donner un meilleur matériel, pour qu'il puisse performer derrière. Donc, c'est vraiment, il y a un gros travail autour d'un pilote. C'est vrai que c'est un pilote qui est en lumière, mais il y a toute une équipe derrière. Je ne peux pas exactement dire le nombre comme on est. Nous, on est 5, si je me trompe pas, 5-6. Une équipe, il doit y avoir une dizaine de personnes
attitré vraiment pour Johan, et plus le staff, on va dire, ce qui se passe des hospitality, tout ça. Donc c'est énorme, et il n'y a qu'un pilote qui est mis en lumière, mais autour, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour qu'ils soient en lumière. Et est-ce que justement, en parlant du team et de tous ceux que ça le compose, concernant Johan, c'est un pilote qu'on a vu avoir beaucoup de coéquipiers différents. Il a eu Folger, Siaring, Nakagami, l'année prochaine Chantra. Est-ce que ça a vraiment un impact sur sa saison et sur l'ambiance qu'il peut y avoir dans le team et sur le fonctionnement, le fait de changer de coéquipier comme ça? Est-ce que c'est facile de s'y adapter, ou est-ce que toi tu trouves que ça change pas vraiment Non, ça change pas. On fait notre travail. En fait, on parle d'équipe, comme on vient de dire, on parle d'équipe. C'est vrai que souvent il y a deux pilotes. Il y a des échanges. Quand je parle d'équipe, il y a aussi les autres deux pilotes usines aussi, du HRC. On s'échange les datas, forcément, les datas, on passe d'un côté de l'autre pour apporter le mieux à chacun. Il n'y a pas vraiment il y a des moments où on peut rire avec, mais il y a des moments où on travaille. On vient de travailler, en fait. C'est là où les gens, peut-être, n'arrivent pas à faire on va dire, le à part des choses. ouais. À part des choses, parce qu'on vient travailler. C'est notre boulot, on vient faire un boulot, et ton boulot, il est de performer, mais c'est un sport individuel. Comme j'ai dit, il y a du monde autour, mais le premier ennemi, c'est ton coéquipier dans ton stand, il a la même moto. C'est le premier que tu dois battre, c'est celui qui a la même moto que toi. Parce que là, ça se parle, hormis les réglages, mais il a le même matériel que toi. Donc ton premier adversaire, c'est ton coéquipier, en fait. Donc il y a des échanges, jusqu'à un certain point, forcément, il n'y a pas tout ni tout secret, voilà. Mais Johan a ce contact facile avec les gens, ce contact facile humain. C'est pas une machine. Il est une machine quand il travaille. Par contre, s'il a ce côté humain, où il sait faire la part des choses, il a ce contact humain avec les autres, et ça s'est toujours bien passé avec tous les pilotes qu'on a pu croiser dans notre carrière, enfin dans sa carrière, plus la sienne que la mienne. Mais ça s'est toujours super bien passé. Et là, c'est intéressant de voir. Alors, évidemment, il y a tout l'aspect médiatique et l'image que les médias vont en donner. Mais on a vu Chantra en fin d'année dernière dire qu'il avait vraiment hâte de travailler avec Johan et qu'il avait vraiment hâte d'apprendre de lui. Et on a vu dans les images des tests, donc à Sepang, etc., qu'il se donnait la roue, etc. Et que ça donnait. On était même parti avant. On était parti il y a 3 semaines ensemble sur 2 jours de roulage à Buriram. Et où on a roulé, nous, avec des CBR, pendant que les tests avec Alèche et Nakagami sur la MotoGP, ils avaient des tests à faire. Et nous, on a roulé avec Chantra, avec des 1000 CBR, où on a travaillé. Et donc là, il avait un peu ce rôle de dire, prends ma roue, voilà, essaie de travailler. Et je sais qu'il se régale. C'est vraiment un truc de transmettre. C'est ce qu'on avait déjà à l'école, de transmettre aux autres. Il a ce truc. Il prend le temps de le faire. On a eu le même exemple à Carthagène, où on a invité beaucoup de monde, où on est allé rouler en décembre, où on a invité beaucoup de pilotes. Il prend le temps. On travaille, parce que je rappelle qu'on est là quand même pour travailler, mais ça, il le sait, il le fait. On travaille sur certaines choses, mais derrière, il prend toujours le temps quand même de rouler avec eux, de passer du temps avec eux sur la piste ou dans le box. Voilà. Et c'est la même chose, c'est ce qu'il a fait avec Chantra aussi. On l'a pas fait avec Martin parce qu'il avait déjà le niveau, il n'avait pas besoin, je pense. Mais avec Chantra, c'est un grand plaisir de le faire. Et puis le demandeur. Et puis, Johan est un peu le doyen. Dorénavant, il est le doyen du GP. Et il a cette expérience. Et il a une belle image. Et les gens voient, voilà. Et c'est vrai que ça se passe bien. Il y a un contact avec Chantra qui est super. Il est thaïlandais, donc il est à 200%. Et il est à fond. Et il veut apprendre. Et un gars comme Johan, avec l'expérience qu'il a, il a quelque chose à y apporter. Et donc, il est là à l'écoute, tout ça. Tant qu'il est derrière, il y en aura. Le jour où il sera devant, on arrêtera de dire des choses. Parce que c'est l'image que ça donne. Puis même ce que Chantra en a dégagé dans les images qu'on a pu voir, c'est que vraiment, il avait l'air heureux de travailler avec Johan. Enfin, ça fait plaisir à voir, et ça fait, comme tu dis, c'est beau de voir les pilotes plus anciens donner de leur expérience aux rookies. Et ça, il a pas de problème avec ça, quoi. Il n'a jamais eu de problème de pouvoir transmettre, donner voilà, sa façon de voir et de rouler ensemble. Forcément, il a cette expérience avec les années, et de dire tu pourrais faire comme ça, changer comme ça, faire comme ça, tu vois. Après, ça marche, ça peut marcher pour lui comme ça peut marcher pour d'autres, hein. Mais donner des conseils et donner voilà, de s'impliquer avec d'autres pilotes, et il le fait volontiers, et encore plus avec des jeunes. On l'a fait par l'école, on l'a fait pendant avec des jeunes, qu'on refera, parce que c'est un truc où on peut, si on peut apporter à des pilotes français quelque chose, son expérience, voilà. Et là, ça le fait à un haut niveau avec Chantra, mais il n'a pas de souci par rapport à ça, et au contraire, ça lui plaît.
Et de transmettre. tu parles de s'impliquer avec d'autres pilotes, c'est ton cas. Tu travailles avec d'autres pilotes, dont Corentin Perolari, qui était présent l'année dernière avec Honda en FSBK en 600 après un passage en mondial et qui retourne en mondial en 2025. Tu travaillais, il me semble, avec De Cancelis aussi, Hugo, un peu toujours. avec la team du Sud en fait. Ouais, Avignon, alentour d'Avignon. Et est-ce que ton rôle avec eux est identique? Est-ce que tu as le même rôle ou ça diffère vraiment dans le travail? Je suis moins, on va dire, je suis moins présent dans leur vie privée, forcément, parce qu'ils ont leur vie privée. Quand je dis vie privée, c'est la vie de tous les jours, quoi. Mais dès qu'on a les entraînements, ils sont impliqués. C'est-à-dire que Johan veut les aider. C'est des jeunes, les deux, on les a eu à l'école. Hein. C'est deux jeunes qui sont passés à l'école ZF. Très tôt pour Hugo et Corentin, les deux. Hein. C'était dès le début. Corentin est parti, et dès qu'il a performé, il est parti sur autre chose. Nous, on était déjà sur notre championnat aussi. Hugo a fait un peu plus longtemps. Après, il est parti en mondial super sport aussi. Et c'est deux jeunes que nous, à l'école, on a formés, tous les deux, et qu'on connaît très bien. Chacun a pris son chemin. Nous, on avait le nôtre aussi, qui était déjà assez important aussi. Mais on n'a jamais cessé de voir un de sur eux, de donner un conseil et de venir s'entraîner. Donc, c'est vrai que je les amène avec moi sur les entraînements. On l'a fait avec nous, parce qu'avec Johan et les conseils. Mais je suis moins, on va dire, mon patron, à la base, c'est Johan. Ma priorité restera Johan. Et dès que je peux, là, avec Corentin, ben, on roulait en super motard, en vitesse. On leur fournit le matériel. Et donc, voilà, c'est des jeunes qu'on a parce qu'ils ont bon esprit, parce que les parents aussi ne sont pas au milieu en train de toujours de il faut faire ça, ben fais-le alors, tu n'as pas besoin de payer. Si tu sais tu dis ce qu'il faut faire, continue. Tu n'as pas besoin d'être là, ce n'est pas le cas. Là, ils nous laissent leurs enfants, parce que c'est leurs enfants, et maintenant, bon, ils sont adultes les deux, mais je veux dire, moi, je suis là pour leur apporter un plus. C'est-à-dire notre expérience, que ce soit Johan sur les entraînements, ou moi en bord de piste quand on est sur la course. Voilà. Et comment tu arrives à concilier les deux entre ton planning avec Johan et ton planning avec les garçons? Comme tu dis, Johan, c'est ta priorité, mais il faut réussir à mettre tout ça dans un calendrier. Ouais, ben, c'est un Tetris. C'est pas un Tetris, c'est qu'il y a des priorités. Comme j'ai dit, Johan reste à la priorité sur les GP et les entraînements. Et dès que, en fait, je vis sur le circuit, quoi. Tout simplement, et en déplacement, tout simplement. Là, il n'y a pas plus tard qu'il y a une demi-heure, j'étais avec Honda France pour faire les plannings justement avec Corentin, entre mes déplacements GP et mes déplacements sur le super sport et le mondial aussi d'endurance, parce que Corentin a signé au FCC, donc en pilote usine Honda, en endurance avec Alain Techer comme coéquipier, et pareil, je vais le suivre. Donc Corentin, ça va être plus technique qu'ils ont la technique. Comme Johan, c'est des jeunes qui ont la technique, qui ne sont pas là par hasard. Par contre, c'est sur la préparation de la course, sur l'aspect, je reste focus sur mon travail. Je suis là pour travailler, je suis là, même si c'est un sport, ça reste un travail, de vraiment le cadrer là-dessus, où je vais être helper aussi, préparer ses affaires comme ça, lui aussi, voilà, c'est mon boulot aussi. Mais c'est plus le cadrer, voilà, vraiment, parce qu'à leur âge où tu as 20-25 ans, tu as envie de profiter, de t'amuser, tout ça. Sauf que après, il faut bosser aussi. Donc ton énergie, il faut la passer au bon endroit. Et ça, c'est bien d'avoir une personne qui te cadre aussi. Alors, je ne suis pas leur père, attention, je le répète chaque fois. Je suis juste là pour cadrer les choses, pour que les choses se passent bien et pour que derrière, ils performent et que l'énergie se passe sur la piste et pas en dehors. Oui, qu'il y a un repère de stabilité, voilà, entre guillemets. Et par rapport à notre expérience technique aussi, notre bagage qu'on a avec Johan, de leur donner notre bagage, de leur faire profiter et d'aborder une course qu'on a. Voilà, c'est un tout, quoi. C'est pas un truc vraiment particulier, mais c'est un tout aussi. Et l'an dernier, Johan a participé aux 8 heures de Suzuka, Corentin il participe à l'endurance aussi. Est-ce que toi, tu as une implication dans l'endurance ou c'est pas du tout le cas? Est-ce que c'est trop par rapport à ton planning, à part suivre les pilotes, du coup, comme tu le disais Là, j'étais avec Johan, donc en tant qu'helper, comme je dis, ça reste ma priorité. C'est mon patron. Oui, mais tu pourrais ne pas les suivre sur l'endurance pour différentes raisons. C'est pour ça... Si, étant donné que j'ai fait de l'endurance, il sait que j'ai de l'expérience là-dedans. On fait les 24 heures, que ce soit le bol d'or, les 24 heures de Spa ou du Mans, voilà. Il sait que j'ai de l'expérience et donc il n'en a pas de l'expérience, celui-là, de ce côté-là. Gérer ses plannings, gérer l'horaire, gérer la nutrition, ça, il n'avait pas d'expérience. Il a de l'expérience sur le GP, mais l'endurance n'est pas la même. Il y a quand même 8 heures à tenir, donc c'est pas de dire sur la première session, je me mets à bloc et puis derrière, j'assume plus, quoi. Donc, il sait que j'ai de l'expérience dessus, donc voilà. Et Corentin, c'est la même chose. En plus, on a les box à côté.
je reste avec Johan à 100%, mais il y a quand même un œil sur le côté, ça va, t'as fait ça, là, comme ça, t'as vu ça, là, toi, de toujours avoir un œil quand même avec lui. Parce que, comme je dis, encore une fois, je reste avec Johan, je suis 100%, mais j'ai quand même un œil sur Coco. Les box sont toujours à côté. En général, il roule pour Honda, c'est la facilité. Voilà. Et puis les pilotes français, on est encore petits, entre guillemets, par rapport au championnat espagnol, etc. Donc tout le monde se connaît, donc forcément... En Espagne aussi, ils se connaissent, en Italie, on se connaît tous. Hein. Le monde de la moto au niveau... Mais du coup, tu as forcément un œil sur les pilotes que tu connais quand tu es dans le paddock. Tu parlais, on revient un peu en arrière sur ton expérience, mais c'est un point qui m'intéresse à travers ton expérience et ton rôle et ce que tu as pu connaître des jeunes en France, justement, sur l'évolution des pilotes. Tu as travaillé, tu as été instructeur au sein de la ZF, donc une école qui a été fondée par Laurent Felon et Johan Zarco. Ton rôle en tant qu'instructeur, qu'est-ce que ça t'a appris, toi, d'un niveau personnel et d'un niveau professionnel? Est-ce que est-ce que c'était vraiment différent de ce que tu peux faire maintenant, j'imagine, en termes d'âge, mais c'était quoi la petite subtilité de ce rôle au sein de l'école? C'était quoi ton travail en soi, pour ceux qui ne connaissent pas? J'étais instructeur, c'était moi l'instructeur en tant que breveté. Pour toute école, il faut un brevet pour pouvoir initier. Et moi, ce qui me plaisait chez les jeunes, c'est le côté innocence, plaisir, que vraiment, je me martelais dans la tête qu'il faut qu'ils prennent vraiment du plaisir avant, où les parents veulent vraiment que ça soit de la réussite, et ils oublient souvent la notion de plaisir. Et après, apporter notre bagage technique en bord de piste, de dire travailler avec des plots, travailler avec des codes couleurs pour dire on travaille comme ça, voilà, leur donner des outils. Mais après, comme je dis souvent, on leur donne des outils. C'est comme Johan, c'est comme Corentin, c'est comme Hugo, on leur donne des outils. Mais si eux, sur la moto, ils n'utilisent pas les outils, tu peux leur dire ce que tu veux, ils peuvent tourner pendant 10 heures, c'est à eux aussi à faire le boulot. Et cet échange que j'avais avec les jeunes, parce que ça commençait de 6 ans jusqu'à 14, 15 ans, voire plus, où on voit cette évolution. Et je trouvais ça, déjà, il y avait une confiance réciproque pour les gens. Après, il y en a toujours qui se détachent plus que d'autres. D'accord? Donc, on essaie de travailler un peu plus avec ceux qui ont plus besoin pour justement essayer de rattraper d'autres. Ceux qui sont devant, il faut qu'ils restent devant aussi. Donc, voilà, c'est un jeu aussi qui se fait. Et il y a une notion aussi, donc d'abord, comme je dis, de plaisir. Et il y a ça s'appelle une façon de dire les choses, un dialogue. Voilà, un dialogue qui se crée entre nous, une confiance qui se crée entre nous chaque fois, quoi. Et donc c'est vrai que. Et puis je les avais tous à l'affect, je les suis tous. Tous qui continuent, qui sont passés à l'école ZF, et il y en a vraiment encore beaucoup, qui roulent beaucoup en Espagne aussi, en championnat de France. J'ai toujours un œil par rapport les réseaux. Alors les réseaux, c'est pas mon truc non plus, mais on est obligé d'y passer dedans, mais je les suis toujours un peu. J'ai toujours un œil de regarder tout ça. Là, j'en croise sur le salon et tout. Ils ont toujours un petit message, un petit mot, même s'il y a besoin de conseils. Quand j'étais sur la FSBK l'année dernière, ils venaient me voir et je suivrai toujours ces jeunes. Et cette école, me tenait à cœur parce que ça a créé. C'était une des premières écoles en France. Il y en a très peu encore maintenant. Il y a la KF Academy. Il y en a pas mal qui se créent autour maintenant, mais à l'époque, il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas autant d'écoles que maintenant. Et on avait créé un truc avec tous nos partenaires à cette époque-là. Et c'est vrai que savoir transmettre aussi, il faut avoir la pédagogie pour le faire aussi. Et apparemment, c'est passé bien avec moi. Parce que tous les gens avec qui j'ai travaillé, et j'en ai passé quelques-uns, j'ai toujours des très très bons contacts avec eux. Et comme je dis, quand je les vois encore sur le circuit, je suis obligé d'aller voir les petits, de leur demander si ça va, voilà, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils n'hésitent pas à venir me voir, même si je ne travaille plus avec eux et qu'ils travaillent dans d'autres teams, qu'ils ont des préparateurs physiques, qu'ils ont des préparateurs techniques, qu'ils ont des coachs. Il y a un lien humain. Mais il y a ce lien parce qu'ils ont commencé parce qu'on a commencé ensemble, et je pense qu'il y a ce lien qui s'est créé, autant avec eux que les parents, c'est la même chose avec les parents. Et c'est vrai que d'avoir transmis tout ça à ces jeunes, je peux être, que ce soit moi ou Johan, on a cette fierté d'avoir créé quelque chose, d'avoir inculqué notre passion et d'avoir transmis à certains notre passion, qui est leur passion et j'espère pour certains en feront leur métier.
Et est-ce que c'est quelque chose à l'avenir, quand Johan décidera de raccrocher le cuir le plus tard possible, on l'espère, pour le spectacle français moto, est-ce que c'est un truc que vous avez envie de relancer, qui toi te tiendrait à cœur? On en a parlé déjà, parce que forcément, on est plus près de la fin que du début, hein, faut être réaliste. On a plus ou moins parlé, on ne s'étend pas trop sur le sujet. Je sais pas si... moi, je pense que je continuerai, ouais, parce que je pense que c'est un truc qui me correspond, qui me tient, qui me plaît. Et donc, je pense que je continuerai sous quelle forme, je ne sais pas encore. Créer une école, assister des gamins, repérer des gamins. Je travaille beaucoup avec Claude Michy, avec lui, où on essaie de repérer des gamins, où on peut aider des jeunes à former derrière. J'ai pas trop le temps parce que j'ai un planning assez chargé, mais j'ai toujours un œil sur les Français forcément. Et par la suite, je sais pas. Je pense que oui, quand même, où je continuerai à essayer d'aider certains jeunes. Après, recréer une école avec Johan, je sais pas. Je sais pas. Et, il aimerait couper quand même aussi au bout d'un moment, faire d'autres activités parce qu'il a d'autres passions aussi. Et je sais pas. Je peux pas dire oui, non, peut-être. Je sais C'est pas. une petite graine dans la tête, quoi. Ça reste là, dans la sienne comme dans la mienne. Il y aura toujours, je pense, un contact avec la moto, forcément. Mais est-ce que lui s'impliquera pour aller vraiment créer quelque chose comme on a pu le faire avec la ZF je sais pas. Moi, possible. Lui, je sais pas. Surtout qu'en plus, en tout cas, dans la nouvelle génération de pilotes, il y a quand même des pilotes que tu connais, puisque tu les as côtoyés, par exemple, à Carthagène avec David Dacosta, Enzo Belon. Enfin, c'est des pilotes qui ont un long avenir devant eux et qui ont besoin de gens avec ton expérience, en plus de ça, de conseils. Est-ce que tu penses, puisqu'on voit, tu disais, ça commence à se créer, les académies en France, les écoles de pilotage, mais il y en a encore très peu. On voit beaucoup les pilotes français partir en Espagne. Est-ce que tu penses que c'est une nécessité aujourd'hui, quand on veut passer dans le mondial, ou même pas forcément, puisqu'on a des personnes qui sont FSBK, qui ont roulé comme Loïc Herbel beaucoup en Espagne. Est-ce que tu penses que c'est un besoin aujourd'hui, par rapport aux moyens qu'on a en France, de passer par l'Espagne, ou avec les moyens qu'on a, nous, avec ce que met en place la Fédé, etc., on peut aujourd'hui accéder à des championnats aussi grands? Pour moi, je pense que l'Espagne reste quand même le pays où, par les conditions, forcément, et les circuits ouverts un peu partout, ils ont une facilité de roulage qu'on n'a pas en France. Avec les intempéries qu'on a en France, les hivers, si on roule tous en Espagne, c'est pas pour rien. C'est que le temps et les circuits sont ouverts par rapport à la France, où on a un peu plus de restrictions niveau température, circuit, tout ça. Donc, passer par l'Espagne, je pense qu'on n'a pas le choix. De nos jours, on n'a plus le choix. On n'a pas le choix, c'est que tout le monde va là-bas parce qu'il y a cette facilité de circuit, de temps, voilà, qu'on n'a pas sur d'autres pays d'Europe. Voilà. C'est sûr que si tu veux rouler à Carole en hiver, ça devient compliqué. Ça va être compliqué. Tu peux rouler. Combien de temps, je ne sais pas. Mais dans des bonnes conditions, je ne crois pas. Voilà. Donc c'est juste une question aussi, pour ça, ils ont beaucoup d'écoles, ils ont beaucoup de circuits, ils ont beaucoup de facilité au niveau de circuit. Ils ont pas mal d'avantages de ce côté-là. Je ne dis pas qu'ils ont tout parfait, attention. Je dis qu'ils ont la facilité technique et la température, temps et circuit ouverts un peu partout, ce qu'on n'a pas en France. Passer sur un circuit, sur des championnats espagnols, je pense qu'aussi, parce qu'il y a aussi cette facilité que là, tout le monde va s'entraîner là-bas, tout le monde connaît, et qu'il y a un peu plus de rivalité, on va dire, qu'en France. Pour moi, le championnat de France est très très bon, que ce soit ça fait des petites catégories comme les grosses catégories. Il y a un niveau qui est pour moi assez important, parce que je vois à peu près ce qui se passe aussi en Espagne, parce que j'y ai travaillé aussi. Et il n'est pas assez mis en valeur. Donc malheureusement, on est passé de gens qui viennent s'investir, mais les temps sont durs pour tout le monde. Je pense qu'il n'est pas assez mis en visibilité. C'est dommage, parce que je pense que le championnat, moi, il n'a rien mis au championnat ESBK de l'Espagne. Franchement, il y a un très très haut niveau. Et comme il y a on va dire un vivier plus important en Espagne, où il y a cette facilité, comme je l'ai dit au début, de circuit de temps et tout ça, tout le monde va rouler là-bas. Donc le niveau est quand même beaucoup plus important là-bas. Donc on est obligé de passer par là pour se mesurer aux autres, pour savoir. J'en parlais il n'y a pas plus que tard qu'il y a un petit moment avec un petit jeune là dans le salon, où il voulait de suite passer en 600 alors qu'il ne maîtrise pas une moto. J'ai dit, reste sur ta catégorie, fais le championnat de France qui a déjà un bon niveau, gagne le championnat de France, fais des piges en Espagne pour voir ce que ça donne
par rapport à ton niveau et ce que tu as travaillé. Tu as un certain niveau, tu sais qu'en France, ça va donner ce niveau, et tu vas être dans un autre niveau parce que le niveau, ça va te mener vers le haut. Ne m'oubliez pas les étapes. Et l'étape d'Espagne, elle est importante parce qu'il y a tous ces gens de l'Europe qui vont rouler là-bas et qui, justement, augmentent le niveau. Donc, pour moi, l'Espagne, on est obligé d'y passer pour l'instant. À ce jour, on est obligé. Et il n'y a pas de championnat équivalent en Europe, mais ça reste toujours, si en Italie, en plein sud, ils font des circuits avec plein d'écopes, peut-être qu'on ira au bout de certains temps en Italie aussi, parce qu'ils ont aussi cette passion. Mais oui, l'Espagne, c'est un point incontournable, et puis il y a tous les investisseurs qui sont là-bas aussi. Ils ont une passion que nous, en France, on n'a pas cette culture, on va dire, sport mécanique. Pour l'instant. Pour l'instant, on essaie de la changer. Et comme je dis, il y a Claude Michy qui fait un maximum. Et la passion liée, parce que ça fait combien d'années qu'il fait les records d'affluence au Grand Prix de France? Ça fait 3 ou 4 ans, je crois, d'affilée qu'il fait les records d'affluence sur tous les GP. Donc ça veut bien dire qu'à la France, il y a des passionnés aussi. Mais il n'y a pas d'investisseurs comme l'Espagne qui facilite l'éclosion des jeunes. Oui, parce qu'on a d'autres sports qui sont très français, qui sont plus mis en valeur. Et justement, sur l'explosion du sport, l'année dernière, on a vu l'apparition, et ton point de vue m'intéresse sur ce championnat, on a vu l'apparition du championnat mondial féminin de vitesse qui a été mis en place. Quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que pour toi, c'est pertinent de créer ce championnat et pas de créer un championnat, enfin, de créer plutôt d'intégrer les femmes au championnat qui existe déjà? Je pense que la question, c'est déjà à elle qu'il faut la poser, pas à moi. Ça, j'ai déjà posé. J'ai eu la chance de rencontrer Justine et Émilie qui avaient un... Je pense que Après, je peux me tromper. Je discute avec certaines. Le seul avec qui j'ai discuté, elles ont toutes le même discours. On est là pour se comparer aux hommes. On n'est pas là que pour se comparer aux femmes. On n'est pas là pour avoir un championnat que pour nous. On est là parce qu'on veut prouver que nous aussi, on a notre place. C'est ce qui me plaît pas, c'est de devoir prouver, déjà. Pourquoi tu n'aurais pas ta place? Si elle se donne les moyens, qu'elle a les moyens et qu'elle a les compétences techniques, pourquoi prouver? J'ai l'impression que le côté féminin doit toujours prouver que leur présence, leur légitimité d'être là, quoi. Non, ça leur plaît, cette passion. Ben, un mec, il a envie de faire de la danse, il n'a pas prouvé qu'il faut qu'il soit là parce que c'est un mec qui doit faire de la danse. Pourquoi en moto? C'est des sports masculins, forcément assez machos. Et là, on en a encore là à parler de ces choses, de dire, est-ce qu'on a la légitimité de courir avec des hommes, des femmes? Pourquoi pas? Bon. Alors, faire un championnat, c'est bien, mais c'est les mettre dans une case aussi. Oui. Vous avez le droit de courir, mais entre vous. Alors que je pense que si tu poses la question à, je sais pas combien ils sont en Hongrie, 30 ou je sais pas, je pense que là, les 3/4 vont te dire la même chose. Nous, on veut courir avec les mecs. Parce qu'on veut comme aux mecs, parce qu'on veut être avec les mecs et parce qu'on peut avoir le même niveau que les mecs. Ce que fait Anna Carrasco en 2025 en ayant remporté le titre. Voilà. Elle est partie sur ce championnat parce qu'il fallait qu'il soit mis en valeur et que je pense que la Dorna a fait pour que ça mette en valeur, que ce soit elle voilà, qu'elle roule là-dedans. Mais je pense que tu donnes le choix et 3/4 vont te dire la même chose. Est-ce que tu préfères faire une course avec les mecs ou un championnat casé où il n'y a que des nanas? Je pense qu'on a ta réponse. La question est assez claire. C'est que mon avis. Ça n'engage mais pas justement, c'est ton avis que je voulais, c'est pour ça que je te pose la question. Comment, pour en revenir à ton rôle, comment on décide, comment tu gères ta vie de famille et à quel moment on se dit je mets toute ma vie de côté en soi pour la moto, pour un pilote? En fait, tu mets ta vie de côté pour quelqu'un d'autre que toi. À quel moment tu prends cette décision? À quel moment tu rentres dans cette habitude, cette normalité, c'est un choix que tu fais, mais à quel moment tu te dis ok, c'est ça que j'ai envie de faire et ma vie de famille, je vais la gérer autrement que la normalité entre guillemets? La réponse va être simple, c'est que tu n'as pas de vie de famille, simplement. Parce que tu as des enfants, il me semble. J'ai des enfants, j'ai 2 enfants qui ont 21 ans et 19 ans. Ma fille est encore dans les études, mon fils est déjà dans la vie active. Et je leur ai toujours inculqué de trouver un travail passion comme je le fais moi. De vivre leur passion et de pouvoir en vivre. Il n'y a rien de plus beau dans la vie, je pense, que quand tu travailles de ta passion. Et mon fils est plus dans la musique. Il a fait de la moto, il était à l'école. Il a fait la moto, ça lui a plu, mais à un moment, il a choisi. Et c'était la musique, il est musicien. Il travaille, il est ingénieur du son, il travaille dedans, donc il se fait plaisir. Ma fille est plus, Théo, elle est plus dans l'architecte. Elle fait des études d'architecte. Et ça lui plaît dans la construction, tout ça. Et je les pousse à faire ce qu'ils ont envie, eux, déjà.
ce qu'ils ont envie eux, et je pousse. J'ai jamais, malheureusement, comme beaucoup de parents, passé ma passion à travers mes enfants. Ouais. Comme le font beaucoup, dire, ben moi, j'ai pas réussi, mais mon fils va réussir, je vais tout faire. Donc, il a voulu essayer. Ma fille a essayé aussi, elle était à l'école. Et puis oui, elle a essayé, et ça leur a plu. Loris a un peu continué, a fait un peu du promo sport en 400. Après, forcément, les études étaient prioritaires, et ils font ce qu'ils veulent. Malheureusement, ma femme, on s'est séparés pour différentes raisons, mais pas pour cette raison. Parce que elle m'a connu là-dedans. J'étais déjà là-dedans. J'étais en compétition. J'étais avec notre rythme, c'était encore différent. Elle m'a connu là-dedans. On s'est séparés pour d'autres raisons. Mais quand tu vis là-dedans, tu dois mettre à côté. Je vois mes enfants. On s'appelle régulièrement, on se voit tout ça. Je ne vais pas couper les ponts, hein, forcément. Mais on n'a plus de vie de famille. On n'a pas de vie de famille. C'est surtout avec le rythme que j'ai moi. Les autres, en plus, c'est un choix. Après, est-ce que si j'avais une famille, je ferais tout ce que je fais avec les autres pilotes? Peut-être que je le ferais pas aussi. Peut-être que je ferais que Joan. Je me concentrerai du temps à ma famille, forcément. Là, malheureusement, ma famille, mes enfants sont grands et je suis toujours là, mais ils n'ont pas besoin de moi. Ils sont autonomes et ils se débrouillent. Mais concilier une vie de famille avec la vie que j'ai, c'est pas possible. Mais ils ont l'image de quelqu'un qui vit de sa passion et quelqu'un qui est épanoui, Ça, du coup. Ils kiffent le truc aussi, bien sûr. Quand tu vois leur père, j'en parlais à la télé parce que je suis très, très rarement à la télé, c'est pas mon kiff, donc je fuis plutôt les caméras. Mais bien sûr qu'ils sont fiers de dire ouais, mon papa il travaillait pour Joan et il fait le tour du monde, quoi. Donc bien sûr qu'ils kiffent et moi je kiffe ce qu'ils font. C'est-à-dire je suis fier de ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils font et je suis toujours là pour prendre des nouvelles forcément, l'un que l'autre et de les aider financièrement quand ils ont besoin. On est là pour ça aussi. Comme j'ai dit, moi j'ai fait ma vie. On leur tient la main jusqu'à un certain temps et après c'est à eux à faire la vie aussi. On essaie de les mettre dans des rails et après c'est à eux à faire leur chemin. Mais on ne coupe pas les ponts et je suis toujours là. Et après, comme je te dis, si j'avais une femme avec mes enfants à la maison, est-ce que j'aurais cette vie? Je pense pas. Il faut être réaliste. J'aurais dit oui et peut-être à Joan, j'aurais continué à Joan, mais j'aurais peut-être pas dit oui à Coco ou à Hugo. Voilà. J'aurais gardé quand même ma vie de famille un petit peu, c'est-à-dire que quand les GP, je puisse me poser un peu en fin de famille. Là, c'est pas le cas. Ma priorité reste Joan et Hugo Corentin. Et pour finir cette anecdote, tu parles du fait de kiffer ce que tu fais. C'est quoi l'anecdote dans ton parcours, dans ta carrière, que ce soit en Grand Prix ou dans un autre championnat d'ailleurs, que tu garderas en tête, qui est la plus belle anecdote ou une anecdote que vraiment, si on te dit c'est quoi le truc que tu retiens de tout ça, tu aurais envie de raconter? Je pense qu'il y en aurait trop. Parce que ce qu'on vit avec Joan, à travers Joan, puisqu'on le vit à travers lui, à travers ses performances, c'est pas le côté compétition que je retiendrai. C'est le côté humain avec lui. Et ça, il y en a tellement. Je n'ai pas un truc en particulier qui me vient à l'esprit maintenant. Il y a cette confiance, on parle de boulot, mais comme je l'ai déjà rappelé, on est amis avant. Et on se crée nos souvenirs hors circuit aussi. Et c'est juste le côté humain de Joan qui me plaît. Voilà. C'est mes valeurs, c'est ma façon de voir les choses, c'est ce que je pense avoir inculqué à mes enfants aussi. Être vrai, profiter de l'instant, vivre les instants au moment présent et de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait et d'être avare de connaître beaucoup de choses. Et c'est tout ce que fait Joan en fait. Parce que comme je dis, il ne s'arrête pas qu'à la moto, quoi. Une fois qu'il a fait la moto, on passe à autre chose, on fait autre chose. Il va faire plein de choses, il est avare de beaucoup de choses. Il va apprendre encore, même à 34 ans, apprendre plein de choses. Et c'est pas un côté, donc je pense que ce ne sera pas le côté sportif que je vais parler, c'est le côté humain. Le côté humain qui est important en même temps. Voilà, c'est le côté humain que je retiens par rapport à ce qu'on vit avec Joe, parce que ce que je vis à travers lui, parce que je le vis à travers lui forcément, c'est le côté humain, voilà, que je retiendrai. Et pas un truc en particulier parce qu'il y en a tellement. Et je les vis à fond, et je les kiffe tous. Et lui, il les kiffe aussi, je pense. Sinon, ça ne ferait pas tant d'années qu'on serait ensemble. Ouais. Voilà. J'avais préparé, en préparant cette interview, je me suis un petit peu renseignée sur toi, ta carrière, etc. Et j'ai posé justement la question, parce que j'avais prévu de te poser cette question sur une anecdote en particulier. J'ai posé la question à des personnes qui te connaissent, que tu côtoies dans le paddock. Et il y a une personne qui m'a lâché un petit mot en me disant « Tu lui poseras cette question-là. Je n'ai aucune idée de vers quoi ça va m'emmener. Mais c'est William Joly, que tu connais, qui est photographe sur les paddocks et qu'on commence à voir un peu partout, qui m'a dit « Quand tu verras Seb, parle-lui du karaté. » Et il m'a dit
Pose-lui cette question, tu verras ce qu'il te répond. Ben, je l'attends toujours avec les gants, il vient quand il veut. J'espère qu'il écoutera ça pour savoir. En fait, on s'est branché parce que je l'ai vu qu'il faisait ça là, il s'était mis à la boxe et moi j'en ai fait pas mal de temps, beaucoup de boxe, et donc j'ai toujours dit, ben, prends les gants un jour, on rigole, on s'amuse quoi. Et il n'a jamais pris encore, pas pourquoi. Vous allez nous faire une Non, Pedrosa mais Lorenzo dans les après, box. ça fait partie des gens que j'adore, que j'aime bien, Will, parce que c'est un gars simple. Sur les GP, on rencontre beaucoup de monde. GP, hors GP forcément, beaucoup qui sont là ben, pour les étoiles, pour les paillettes, tout ça. Et Will, c'est un gars simple, j'aime bien. J'aime bien, comme David, avec qui il travaille beaucoup, avec David Rigondo, qui est là depuis des années à faire des photos sur les GP. C'est des gens simples qui sont là, ils vivent leur passion à travers les pilotes, comme nous on le vit à travers les pilotes, comme je l'ai dit. On vit à travers eux, quoi. Et Will, ben, il y a toujours ce petit contact, ce petit mot gentil. Là. Je pense depuis que je le connais, je ne l'ai jamais vu faire la gueule ni faire. Nous, ça peut nous arriver parce qu'on est contrarié par une course, par un truc comme ça. Lui, il a toujours la banane. Et ça, c'est top, je trouve. Ça, c'est top. Et il n'est pas là pour se faire briller. Il est là pour vivre sa passion à travers la photo et à travers ce qu'il fait. Et c'est un gars ouais, qui mérite le respect, j'aime bien. Et c'est vrai qu'on se braque tout le temps. Et encore hier soir, on était ensemble et on ne peut pas s'empêcher. Mais c'est ce qui fait, c'est ce que je disais, le côté humain. Tu vois, de ces gens qui fait partie de notre boulot. Et on rencontre tellement de gens autour qui sont là pour les paillettes, qui sont là parce que c'est les GP. Et comme j'ai dit tout à l'heure, déjà en amont, quand on arrêtait KTM, on se retrouvait tous les deux à Avignon, on discutait qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Voilà, là, il n'y avait pas grand monde de téléphone qui sonnaient moins. Oui, maintenant, avec l'expérience, vous savez vers qui voilà. vous pouvez vous tourner, vers qui compter. Il y a des gens vrais avec qui ça passe. On va pas dire faux, je peux pas dire le mot, c'est pas ça, mais qui sont là pour d'autres raisons, où on est là, voilà, on prend et voilà. Voilà. Et pour finir cette interview, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, toi, en tant que personne et dans ce qui t'attend dans les mois, les années à venir? En dehors d'un titre pour Johan, qu'on espère vraiment tous. Vous souhaitez de me lever en forme demain matin, ça m'ira déjà. Ça sera pas mal, avec de la voix encore pour finir ce salon du deux roues à Lyon. Ça fait 4 jours que je parle avec beaucoup de monde et ce qui est agréable aussi parce que forcément les gens voient l'attrait qu'ils ont et la sympathie qu'ils ont pour Johan. Donc forcément ils parlent de Johan puisque je suis là pour représenter Johan. Mais ouais, c'est de pouvoir kiffer encore longtemps tout ce que je fais et de pouvoir continuer à aider, à transmettre. Ça m'ira et de rester en forme le plus tard possible, que ce soit pour lui comme pour moi, et de pouvoir performer encore longtemps pour lui et de pouvoir donner et apporter ce que je peux apporter à lui, comme à Corentin, comme à Hugo, comme à d'autres, si je peux, encore longtemps, et de vivre ma passion encore longtemps. Voilà, jusqu'au bout, j'espère. Voilà. J'espère pour toi aussi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir à mon micro et d'avoir partagé ton expérience et ta carrière qui est très riche avec nous. Moi, je te souhaite le meilleur en tout cas et je te dis à très vite. Merci beaucoup et merci de m'avoir accordé ce temps. C'est sympa. Merci à tous.